Question 1. Sur le profil de l'aile, la vitesse de l'écoulement de l'air A est constante à la fois sur l'intrado et l'extrado, B diminue sur l'intrado et augmente sur l'extrado, C diminue sur l'extrado et augmente sur l'intrado, D diminue sur l'intrado et l'extrado. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser le logiciel JavaFoil avec lequel j'ai réalisé une simulation de l'écoulement de l'air autour d'un profil et j'ai également représenté la vitesse de cet écoulement. Que pouvons-nous constater? Eh bien, nous pouvons constater que l'écoulement arrivant sur l'extrado, les filets qui représentent cet écoulement sont de plus en plus serrés. Lorsqu'on arrive au niveau de l'intrado, on voit que les filets sont de moins en moins serrés. Ce qui corrobore ici l'échelle des vitesses, qui permet ici de constater que nous avons une zone plutôt rouge, donc avec une vitesse plus élevée, et une zone blanche avec une vitesse moins élevée. Cela signifie donc que la vitesse de l'écoulement de l'air augmente sur l'extrado, sur la partie supérieure de l'aile, et diminue sur l'intrado. Pour le cycle 4, il est peut-être un petit peu difficile de se remémorer cette notion de vitesse d'écoulement de l'air. Il peut y avoir un moyen mnémotechnique. Imaginez 10 coureurs qui partent de ce départ et qui arrivent à la fin, donc partent du bord d'attaque et arrivent au bord de fuite. Un des coureurs ne s'est pas entraîné et il court beaucoup moins vite que les autres. Il va donc essayer d'emprunter un raccourci en empruntant l'intrado qui semble moins long que le parcours sur l'extrado. Les 9 coureurs qui empruntent le bon chemin sur l'extrado se sentent lésés et vont donc essayer de rattraper cette erreur et vont donc courir beaucoup plus vite pour essayer de rattraper le coureur qui court moins vite et qui a emprunté un chemin moins important. La vitesse est donc plus importante sur l'extrado et moins importante sur l'intrado. Ce qui correspond ici à la réponse B. La vitesse de l'écoulement de l'air diminue sur l'intrado et augmente sur l'extrado. Question 2. En vol normal, sur ce profil, l'écoulement entre le point A et le point T est A tourbillonnaire, B turbulent, C de vitesse constante, D laminaire. Pour répondre à cette question, reprenons de nouveau le logiciel JavaFoil qui nous permet de simuler l'écoulement de l'air autour d'un profil. Nous pouvons constater que l'écoulement au niveau de l'extrado est laminaire. Par contre, effectivement, la vitesse augmente. Ce n'est pas tourbillonnaire. Tourbillonnaire, nous aurions ici des tourbillons, c'est-à-dire que l'écoulement ne se ferait plus sous forme de filet laminaire, mais plutôt sous forme de petits tourbillons. La réponse à cette question est la réponse D. L'écoulement est laminaire. Il n'a pas de vitesse constante, puisqu'on vient de voir que sur l'extrato, la vitesse augmente. Et il n'est pas non plus tourbillonnaire, puisque nous ne sommes pas dans un cas de décrochage, mais d'un vol normal. Question 3. La force parallèle de même sens que le vent relatif VR est A la portance, B la traînée, B le poids, D la résultante aérodynamique. Prenons le cas d'un vol horizontal stabilisé. Le poids de l'avion, c'est la force verticale dirigée vers le bas, la force d'attraction gravitationnelle. La portance, elle, est également verticale, mais dirigée vers le haut. En vol horizontal stabilisé, la longueur des flèches bleues et rouges, c'est-à-dire correspondant à la portance et au poids, sont de même longueur. Les deux forces s'équilibrent, se compensent. Nous avons également
la force traînée, qui est horizontale et dirigée vers l'arrière de l'avion, qui compose en vol horizontal stabilisé la force de traction qui est horizontale et dirigée vers l'avant de l'avion. Qu'en est-il du vent relatif? Eh bien, le vent relatif, il est représenté ainsi. Nous pouvons donc constater que le vent relatif va dans la même direction que la traction et la traînée, mais va dans le même sens que la traînée. La réponse à la question 3 est donc la réponse B. Attention à ne pas confondre direction et sens. Direction, horizontale, verticale, pour un cycle 4, et le sens, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Question 4. Si en vol, la température extérieure augmente fortement, la portance A augmente fortement, B reste constante, C augmente faiblement, D diminue. Pour répondre à cette question, regardons la formule de la portance. La portance est égale à 1/2 fois le coefficient de portance, fois la masse volumique de l'air, fois la vitesse au carré, fois la surface à l'air. Si la température augmente fortement, dans ce cas, nous allons avoir une masse volumique de l'air qui va diminuer. Du fait que la portance soit proportionnelle à la masse volumique de l'air, si la masse volumique de l'air diminue, ainsi la portance diminue. La réponse à cette question est la réponse D. Question 5. Les paramètres intervenant dans la formule de la portance sont A. La vitesse et la surface à l'air de l'aile. B. La masse volumique et le poids de l'avion. C. Le coefficient de portance et le poids des ailes. D. La vitesse et le coefficient de traînée. Regardons de nouveau la formule qui permet de calculer une portance. Nous avons donc ici la vitesse au carré, la surface à l'air. Nous n'avons pas le poids qui est pris en compte. Nous n'avons pas le coefficient de traînée puisqu'il s'agit ici de la portance. Donc la seule réponse cohérente ici, c'est la réponse A. La vitesse et la surface à l'air de l'aile. Question 6. Avec la polaire suivante, le coefficient CZ max, donc le coefficient de portance max, est obtenu à A, moins 1,3 degré d'incidence, B, 4 degrés de température, C, 17 degrés de température, D, 17 degrés d'incidence. La portance max correspond ici au CZ lorsqu'il est au maximum de la courbe, c'est-à-dire au sommet, ce qui correspond ici, vous voyez bien, à 17 degrés, non pas de température, mais d'incidence. Donc la réponse à cette question est la réponse D. Question 7. Sur la figure suivante, l'angle Y représente A, l'angle de dièdre, B, l'angle de flèche, C, l'angle d'incidence, D, l'angle de calage. Pour répondre à cette question, regardons de plus près les différents angles. L'angle de dièdre est représenté ici. Il s'agit de l'angle formé entre le plan de l'aile et le plan de l'horizontale. Ensuite, la flèche, l'angle de flèche, correspond à cet angle ici que nous pourrions nommer delta. La flèche peut être positive ou négative, tout comme l'angle de dièdre. Poursuivons avec l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, ici, est représenté sur le schéma. Il s'agit de la trajectoire, de l'angle entre la trajectoire de l'avion et l'axe longitudinal de l'avion. Le dernier angle qui est proposé ici, l'angle de calage de l'aile, correspond
à l'angle correspondant entre la corde de profil de l'aile, c'est-à-dire le segment qui rejoint le bord d'attaque au bord de fuite, et l'axe longitudinal de l'avion. La réponse à cette question, l'angle ici représenté Y, correspond à l'angle de dièdre et il est d'ailleurs ici positif. Question 8. L'angle de calage d'une aile est compris entre A, la corde de profil de l'aile et l'axe longitudinal de l'avion, B, la corde de profil de l'aile et le vent relatif, C, le plan de l'aile et l'horizontale, D, le bord d'attaque et la perpendiculaire de l'axe de l'avion. Pour répondre à cette question, regardons sur un schéma proposé sur le site L'Avionnaire, qu'est-ce que l'angle de calage? Donc l'angle de calage est représenté ici par alpha. Il s'agit de l'angle entre la corde de profil de l'aile, qui correspond à la ligne qui joint le bord d'attaque et le bord de fuite, et l'axe longitudinal de l'avion, qui est ici. La réponse à cette question est donc la réponse A. Question 9. L'angle de pente est A. L'angle entre l'horizontale et l'axe longitudinal de l'avion, B. L'angle entre la corde de profil de l'aile et le vent relatif, C. L'angle affiché sur l'horizon artificiel du pilote, D. L'angle entre l'horizontale et la trajectoire réelle de l'avion. Pour répondre à cette question, regardons le schéma suivant. Nous pouvons constater que l'angle ici qui correspond à la pente est l'angle compris entre l'axe horizontal et la trajectoire réelle de l'avion. La réponse à cette question est donc la réponse D. L'angle de pente est l'angle entre l'horizontale et la trajectoire réelle de l'avion. Question 10. L'air autour du profil de l'aile est A. En dépression sur l'extrado et en surpression sur l'intrado, B. En surpression sur l'extrado et en dépression sur l'intrado, C. En dépression à la fois sur l'extrado et l'intrado, en surpression à la fois sur l'extrado et l'intrado. Pour répondre à cette question, reprenons l'exemple de l'expérience des deux feuilles de papier parallèles l'une à l'autre. Lorsque l'on souffle à l'intérieur de ces deux feuilles, nous pouvons constater que les deux feuilles se rapprochent, voire se collent. Nous avons augmenté la vitesse de l'écoulement de l'air entre ces deux feuilles. Et nous constatons que la pression ici diminue. C'est la loi de Bernoulli. Nous pouvons également constater ceci en utilisant de nouveau le logiciel JavaFoil. Nous avons sur l'extrado, nous l'avons vu dans les questions précédentes, une vitesse de l'écoulement de l'air qui augmente. Et nous pouvons constater ici, ce qui corrobore notre expérience des deux feuilles, que la vitesse ici, qui peut être modélisée par des couleurs, nous pouvons constater que au niveau de l'extrado où la vitesse augmente, nous avons une pression qui diminue, donc une dépression, et nous pouvons constater également, à contrario, que sur la partie basse de l'aile, l'intrado, nous avons une vitesse de l'écoulement qui diminue, et nous avons donc ici une surpression, une augmentation de la pression. Nous avons donc ici comme réponse l'air autour du profil de l'aile est en dépression sur l'extrado et en surpression sur l'intrado, ce qui va permettre, entre autres, l'apparition de la portance. Question 11. Lorsqu'un aéronef est en vol horizontal stabilisé, A. La portance équilibre la traction et le poids équilibre la traînée. B. La portance équilibre le poids et la traînée équilibre la traction. C. La portance équilibre la traînée et le poids équilibre la traction.
toutes les forces sont différentes pour la réponse D. Revenons sur les forces que subissent l'aéronef en vol horizontal stabilisé. Stabilisé équivaut en cycle 4 à des forces qui s'équilibrent. Nous avons donc le poids, direction verticale sens vers le bas, portance direction verticale sens vers le haut. Les deux flèches, ici, les deux segments fléchés, ont un sens différent, mais leur longueur est la même. Leur norme est identique, c'est-à-dire que la valeur de la force est la même. Les deux forces s'équilibrent. Nous avons également la traction horizontale ici vers la droite et la traînée horizontale vers la gauche. La traînée et la portance sont deux flèches qui ont une même direction, une même longueur, donc une même valeur, et par contre ont un sens opposé. Les deux forces s'équilibrent. Donc ici, la portance équilibre la traction, c'est faux. La portance équilibre le poids, c'est vrai. Et la traînée équilibre la traction, c'est vrai aussi. La réponse à cette question est donc la réponse B. Question 12. Ce qui assure la plus grande stabilité d'un aéronef est A. Le dièdre et la flèche positive, B. Le dièdre négatif et la flèche nulle, C. Le dièdre et la flèche négative, D. Le dièdre positif et la flèche nulle. Nous pouvons ici visualiser du plus stable au moins stable la notion de dièdre. Donc le plus stable, dièdre nul. Ensuite, L médiane, dièdre positif, L basse, dièdre positif, L semi-basse, dièdre en bout, L médiane, dièdre négatif, le moins stable. Donc effectivement, ici, nous allons opter plutôt pour une grande stabilité d'un dièdre positif. Nous allons donc éliminer la question B et la question C. La flèche de l'avion peut être positif, donc là nous avons le fuselage de l'avion, ou elle peut être négative. Nous aurons une plus grande stabilité avec une flèche positive. L'ensemble des deux, le dièdre et la flèche positive, nous assurera une grande stabilité pour un aéronef. Question 13. Pour passer en régime de montée stabilisée, le pilote doit A. Réduire la puissance moteur, B. Tirer sur le manche et conserver la même puissance moteur, C. Tirer sur le manche et augmenter la puissance moteur, D. Pousser sur le manche et réduire la puissance moteur. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser le schéma suivant. Nous savons qu'en vol rectiligne stabilisé, la portance équilibre le poids. La traction équilibre la traînée. Toutes les forces se compensent. Cependant, lorsque nous sommes en montée, la portance va donc équilibrer non plus le poids, mais la grande composante du poids. La traction, elle, qui équilibrait la traînée en vol rectiligne stabilisé, va donc ici compenser la traînée, mais aussi la petite composante du poids qui est apparue du fait d'être en montée. La traction va devoir donc faire un effort supplémentaire pour pouvoir compenser cette traînée et cette petite composante du poids. La traction va donc être plus importante qu'en palier. Pour passer en régime de montée stabilisée, il faudra donc tirer sur le manche et augmenter la puissance moteur. La réponse à cette question est la réponse C. Question 14. En vol, si le pilote tire fortement sur le manche, le facteur de charge A augmente, B diminue, C reste constante, D devient nul. Pour répondre à cette question, regardons la schématisation suivante.
Au début de la ressource, la portance Rz doit d'une part prendre en charge le poids, force d'attraction gravitationnelle, mais aussi prendre en charge la force centripète Fc qui est apparue. Nous avons donc la portance qui est égale à la force Fc, la force centripète, et le poids. Cette force centripète est donnée ici comme étant la relation mv carré sur r. M étant la masse, v la vitesse, r le rayon. Nous pouvons donc de nouveau réécrire la formule de la manière suivante. Nous savons également que le facteur de charge correspond à la division entre la portance et le poids. Si je réintègre ici ma formule Rz dans cette fraction, dans cette formule, je me retrouve donc avec la relation suivante. Nous avons donc au numérateur mv carré sur r plus p et au dénominateur p. Je peux donc de nouveau réécrire en simplifiant les choses. Je peux la réécrire, cette formule, de cette manière. Je poursuis les étapes. Je peux même écrire ceci, puisque P sur P est égal à 1. Et je sais, et ça je le sais depuis la classe de 3e, cycle 4, que P, le poids, est égal à M fois G. Je peux donc ici remplacer mon P dans la formule, et j'obtiens donc le facteur de charge comme étant égal à mv carré sur R mg plus 1. J'ai la masse au numérateur, j'ai la masse au dénominateur, je peux donc les éliminer. Il me reste donc comme formule v carré sur rg plus 1. Globalement, que cela signifie-t-il? Cela signifie que lorsque j'effectue une ressource, je vais avoir un facteur de charge qui va être supérieur à 1. Le facteur de charge 1 étant un vol normal rectiligne stabilisé. Je vais donc avoir, lors d'une ressource, une augmentation du facteur de charge que je vais ressentir dans mon corps. La réponse à cette question est la réponse A. Pour un élève de cycle 4, fin de 3e, bien évidemment cette démonstration mathématique peut être un peu compliquée. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retenir que lorsque je tire fortement sur le manche, lors d'une ressource, le facteur de charge augmente. Question 15. À incidence et puissance constante, la mise en virage d'un avion entraîne A. Un maintien de l'altitude, B. Un gain d'altitude, C. Une perte d'altitude, D. Une diminution de la vitesse. Pour pouvoir répondre à cette question, regardons le dessin qui a été proposé par le site L'Avionnaire. Nous avons un avion en virage. Nous pouvons ici remarquer
le segment fléché bleu qui correspond au poids. Donc le poids est un segment fléché qui a toujours la même direction et qui est toujours dirigé vers le bas. Mais contrairement à ce que nous avions dans le vol rectiligne stabilisé, c'est-à-dire un équilibre des forces, la portance équilibre le poids, ici nous pouvons constater que la portance n'est plus verticale, mais elle s'est inclinée avec l'avion. Il n'y a donc plus compensation des forces. Essayons de comprendre ce qu'il se passe pour répondre à la question. Nous savons qu'en mathématiques, les segments fléchés, ou les flèches si vous voulez, nous pouvons les translater. Donc essayons de les translater et essayons de comprendre ce qu'il se passe. J'ai ici mon segment fléché bleu qui représente le poids comme je l'ai dit tout à l'heure. Si je représente ici ce segment, si je viens prendre le segment fléché de la portance et que je vienne le transporter, le translater de sorte à ce que j'obtienne ceci, RZ, donc ici. Donc là, je n'ai fait que transporter, translater mon vecteur, de sorte à ce que les deux, ici, se touchent. J'ai respecté la direction verticale de la flèche bleue et j'ai respecté l'angle de la flèche verte. Ceci nous permet de constater, en fermant le triangle, qu'il apparaît une nouvelle force. Cette nouvelle force ici, si je la représente sur mon avion, est ainsi. C'est une nouvelle force qu'il faut considérer lorsque l'avion est en virage. C'est une force qui est dirigée vers le centre du virage. Donc il y a donc une accélération qui s'opère. Et en plus, cette force, vous pouvez constater qu'elle va vers le bas. Puisqu'elle va vers le bas, il va falloir donc augmenter la portance pour essayer de rééquilibrer le tout, pour maintenir le virage stabilisé. Et pour cela, que fait le pilote pour essayer de compenser cette nouvelle force qui est apparue? Pour compenser cette nouvelle force, eh bien, il va légèrement cabrer son avion et il va ajouter des gaz. Pour éviter quoi? Pour éviter la perte d'altitude, puisqu'effectivement cette force est dirigée vers le bas. À incidence et puissance constante, la mise en virage d'un avion provoque la perte d'une altitude. Pour compenser cette perte d'altitude et pour donc essayer de compenser avec la portance, il faudra donc cabrer et mettre des gaz. Pour un cycle 4, cette décomposition des segments fléchés, ce que l'on appelle en mathématiques des vecteurs, est un peu complexe, mais dites-vous et rappelez-vous que quand je vais en virage, les forces ne se compensent plus, et il va falloir donc que je fasse quelque chose, que j'opère quelque chose pour compenser ces forces, et en l'occurrence, il faudra cabrer, légèrement cabrer, et augmenter les gaz. Question 16. Un planeur de finesse 50 vole en ligne droite à 2000 mètres d'altitude dans un air stable. La distance maximale qu'il peut parcourir sans ascendance est de A 10 km, B 25 km, C 40 km, D 100 km. Pour répondre à cette question, regardons la formule de la finesse. La finesse est égale à la distance horizontale sur la distance verticale. Ce qui va être très utile ici, puisque nous connaissons la valeur de la finesse, 50, et nous connaissons la distance verticale,
2000 mètres. Donc nous avons 50 est égal à la distance horizontale qui est ici l'inconnu sur la distance verticale de 2000 mètres. Nous pouvons donc en déduire que la distance horizontale est égale à 50 fois 2000, ce qui signifie ici un résultat de 100 000, attention, mètres. Si nous convertissons ces 100 000 mètres en kilomètres, nous avons donc ici une distance horizontale parcourue sans ascendance qui est de 100 km. Question 17. Lorsque la somme des forces qui s'appliquent à un ballon libre est nulle, A. Le ballon est en situation d'équilibre, B. Le ballon est en montée, C. Le ballon est en descente, D. Le ballon se dégonfle. Le ballon est soumis à deux forces. Son poids, qui est une force qui s'applique au centre de gravité, qui est verticale et dirigée vers le bas. Et il y a ici une autre force qui s'applique, c'est la poussée d'Archimède, qui est une force qui va être également verticale, mais dirigée vers le haut. Lorsque la somme des forces qui s'appliquent au ballon libre est nulle, c'est-à-dire que le segment fléché bleu et le segment fléché rouge, les deux segments fléchés s'équilibrent. C'est-à-dire que le ballon est en équilibre, aucune des forces prend l'ascendant sur l'autre. Nous avons donc ici un ballon qui est en situation d'équilibre. Question 18. En cas d'élévation de température extérieure, la force ascensionnelle d'un aérostat A n'évolue pas, B augmente, C diminue, D dépend exclusivement du vent. Imaginons que cet aérostat utilise de l'air chaud, donc à l'intérieur l'air est chaud, il est moins dense que l'air plus froid tout autour de l'aérostat. Nous allons donc avoir ici la possibilité d'avoir une force ascensionnelle qui va augmenter. Par contre, si la température extérieure commence à se réchauffer, la différence de densité entre l'intérieur du ballon et l'extérieur du ballon va être moins importante et donc la force ascensionnelle va être moindre. Et donc ici nous pouvons répondre à la question: en cas d'élévation de température extérieure, la force ascensionnelle d'un aérostat va diminuer parce qu'il y aura un delta densité, une différence de densité moins grande, moins importante, et donc il y aura toujours une force ascensionnelle, mais elle sera moindre. Question 19. En orbite circulaire à 36 000 km, la durée d'une révolution tour complet d'un satellite est de A 90 minutes, B 120 minutes, C 12 heures, D 24 heures. Pour répondre à cette question, regardons un petit schéma de ce que correspond une révolution d'un satellite à 36 000 km d'altitude. À cette altitude, on dit que le satellite est en orbite géostationnaire. Cela signifie que pour un observateur lambda qui se situe à la surface du globe, il aura l'impression que le satellite ne bouge pas. Pour cela, il faut, puisque la Terre tourne sur elle-même et qu'elle fait un tour complet, une révolution en 24 heures, il faut aussi que le satellite puisse faire une révolution, tour complet, en 24 heures. Donc la réponse à la question est la réponse D. Question 20. Le poids d'un satellite tournant autour d'un astre est A compensé par sa force de portance, B compensé par sa force centrifuge, C compensé uniquement par ses moteurs de fusée. Nul car il est en apesanteur. Lorsque nous envoyons un satellite dans l'espace, il va falloir effectivement contrer l'attraction gravitationnelle de la Terre
Et pour cela, il faudra apporter au satellite une vitesse suffisante que l'on appelle la vitesse de satellisation. Qui dit vitesse, dit force centrifuge. Donc le poids d'un satellite tournant autour d'un astre est compensé par sa force centrifuge. La réponse à cette question est la réponse B.